Et nous enchaînons donc avec notre séquence, avec ces témoignages sur cette crise recueillie grâce à la plateforme mise en place par l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. L'occasion donc de découvrir ce travail qui est vraiment exceptionnel, et j'appelle sur scène pour nous l'expliquer, ce travail, le professeur Adlani, de nouveau. Voici, professeur. Merci. Très très rapidement, cette séquence de témoignages qui va durer 45 minutes a été donc imaginée par la FHF à l'Institut Covid-19 Ad Memoriam autour de 3 types de témoignages. Des témoignages de personnels soignants qui vont venir sur scène, qui ont été sélectionnés par la FHF et qui vont venir partager leur vécu de la pandémie. Des témoignages de tout un chacun, des citoyens français, qui ont posté leurs témoignages sur la plateforme de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, que j'ai sélectionnés, qui sont anonymes et à qui on a demandé à des comédiens, la compagnie Les Bradés, de venir les lire. Et puis, dernier format de rendu de ces témoignages, une petite vidéo d'animation, elle aussi basée sur des témoignages postés anonymement sur Histoire de crise. Vous avez donc 3 formats pour cette séance de 45 minutes qui est pilotée et animée par Paul de Brême, journaliste scientifique qui est dans la salle et qui est le chef d'orchestre de toute cette séquence de témoignages. Merci à vous. Merci, c'est parti. Bonjour, docteur Laurence Deltour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, vous êtes gériatre, vous êtes présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Compiègne, qui a été le premier établissement à être touché par la Covid en France. Comment la crise a-t-elle commencé chez vous ? Paul de Brême, bonjour, merci. Alors la crise a démarré le 25 février. Nous nous sommes rendus compte que nous avions accueilli le premier patient Covid qui n'était pas rentré pour une pathologie Covid initialement. Ce patient a contaminé plusieurs services, dont notre service de réanimation, ce qui a entraîné la mise en place d'une cellule de crise dès le 25 février, avec mise en place d'un poste de commandement, c'est-à-dire un binôme fort directeur-PCME. Et c'était parti pour une restructuration des services, une déstructuration d'autres services. Restructuration des services, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire notre mission a été de prendre en charge avec une qualité de soins des patients Covid, mais de prendre en charge de la même façon, avec la même qualité, des patients non Covid. Donc, c'est-à-dire création d'unités Covid pour accueillir les patients. Et protéger nos soignants. La démarche qualité aussi, c'est protéger nos soignants. À Compiègne, vous aviez donc 15 jours d'avance sur les autres hôpitaux. Vous étiez vraiment en première ligne au plan national ? On a toujours eu 15 jours d'avance. On a été appelé bêta-testeur à un moment donné. Et effectivement, on a gardé cette avance de phase. Alors, il a fallu donc restructurer l'hôpital, mais vous avez dit aussi le déstructurer. Qu'est-ce que ça veut dire déstructurer ? L'hôpital a été déstructuré par la crise ? Alors, comme vous le savez, la crise a entraîné l'instauration des plans blancs, avec une vague de déprogrammation, notamment chirurgicale. Donc, c'est un peu en ça qu'on appelle déstructuration. Et ce retard, notamment dans les opérations chirurgicales qui n'ont pas pu se faire, est-ce que ce retard a été récupéré aujourd'hui, rattrapé ? Alors, il y a eu une grande part qui a été rattrapée. Néanmoins, la file active n'a pas été rattrapée, il faut être clair. Et pourquoi ? Alors, c'est multifactoriel. Dans les déprogrammations, vous n'êtes pas sans savoir que le personnel, notamment les infirmiers anesthésistes, ont été utilisés pour monter des secteurs de réanimation un petit peu partout. Donc, ces ressources, on en a perdu un petit peu en ligne. Il y a de la lassitude, des départs. Voilà, c'est un peu multifactoriel. Et vous aviez le projet, avant la crise, de monter un espace de ressources soignants au sein de l'hôpital pour venir en aide aux soignants en souffrance. Vous aviez même commencé à suivre une formation pour cela. Où en est ce projet ?
Bon, ce projet, pour ma part, pour l'instant, il est au point mort, hein. Je ne désespère pas de le mettre en place dans les mois ou les années qui vont arriver. Voilà, j'avais fait un DU soigner les soignants puisque les soignants n'allaient pas bien déjà avant la crise Covid. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. C'est la crise Covid qui vous a empêché de le monter. Oui. Vous vouliez rendre un hommage pour terminer? Oui, j'ai toujours une petite pensée, enfin une pensée émue pour mon collègue, le docteur Razafin Dranazi, premier médecin ami pour ma part, décédé en France. Voilà. Merci, docteur Laurence Deltour. Merci. Comme beaucoup, nous étions sur le balcon le soir à 20h pour applaudir nos super soignants. Même si on ne les suit pas toujours dans leur réticence au vaccin, on n'oublie absolument pas leur dévouement dès les premiers jours de 2020. Donc, on applaudit. Mais ce n'est pas très sonore. Profitant du confinement pour faire du tri, je retrouve un vuvuzela. Un outil pour faire du bruit originaire d'Afrique du Sud, que mon fils avait rapporté de sa scolarité d'ingénieur. Aussi, chaque soir, j'assourdis le voisinage de ce vuvuzela, tandis que mon fils tape sur une casserole, un voisin agite une clochette, etc. Les autres tapent dans leurs mains. Quand un soir, j'entends un tout petit bonhomme, avant que je ne souffle dans mon instrument, appeler sa maman de ces mots. « Viens vite, maman, il y a Madame Trompette. » J'ai compris que j'avais désormais un surnom. Et pour moi et pour toujours, je serai la Madame Trompette du confinement pour ce quartier. Mars 2020. Institutrice dans une école de Clermont-Ferrand, je n'oublierai jamais la stupéfaction ressentie devant ma télévision lorsque le jeudi 12 mars 2020, le président de la République a déclaré la fermeture des établissements scolaires à partir du lundi suivant, le 16 mars. Scotché devant l'écran, je ne pouvais écouter la suite du discours, comme... Hébété, ne pouvant admettre la réalité entendue. Puis devant l'évidence, la question a émergé. Qu'y a-t-il de plus urgent à faire, sachant que je ne vais revoir mes élèves de CE1 qu'une seule journée avant la fermeture fatidique? Serions-nous prêts? Pour sûr, non. Alors j'ai quitté l'écran avant la fin du discours et je me suis mise à mon bureau pour lister le matériel dont auraient besoin mes élèves, écrire aux parents, préparer du travail pour l'école à la maison. Mais pour combien de jours? Aurais-je accès à la photocopieuse qui sera prise d'assaut demain par tous les collègues dans le même état de stress que moi? Comment expliquer cette situation aux élèves, sans dramatiser, sans les angoisser, alors que nous-mêmes, nous sommes plongés dans l'incertitude? Que dire aux parents inquiets? Comment garder le lien avec ceux qui n'ont pas d'accès au numérique? Ils sont nombreux dans ma classe, mais qui sont-ils? Combien sont-ils exactement? Je l'ignore. J'ignore même les adresses mail de parents, car l'usage dans mon école est de donner des informations aux parents dans un cahier de liaison. Tant de questions et tant de responsabilités. Comment ne rien oublier demain, ce dernier jour d'école, afin que les enfants repartent avec tout ce qu'il leur faudra pour les jours futurs? J'ai travaillé tard ce soir-là, et les questions m'ont assailli une partie de la nuit, avec l'impression de vivre un moment historique, où la société entière allait vivre un chamboulement inédit. Début mars 2020, l'EHPAD où ma mère, 99 ans sous tutelle, réside, nous annonce que... Les visites sont désormais interdites. Une décision locale avant les décisions nationales. J'arrive néanmoins à porter le linge propre, qui est donné à travers un guichet et restera confiné 3 jours. Bon. Au mois d'avril 2020, le PM annonce que les visites à nos vieux sont maintenant autorisées. Je prends immédiatement rendez-vous. On n'a de contact avec personne, on reçoit les instructions par téléphone. Il faut faire le tour du bâtiment et entrer dans le jardin. Il est fermé par un cadenas qu'une astronaute nous ouvre. On me prend la température et on m'habille. Comme pour entrer dans une salle d'opération. Blouse, masque, charlotte, surchaussures. On me conduit devant une fenêtre. Je suis dehors, ma mère dedans. Je ne la vois pas à cause d'un reflet, elle ne me voit pas à cause du contre-jour. Ne me reconnaît pas de toute façon à cause de mon déguisement. Elle ne m'entend pas, la vitre est fermée et la mère est dure d'oreille. 1 an plus tard, j'ai enfin le droit d'aller dans sa chambre. Tout son linge a disparu. Elle n'a plus rien à se mettre. Elle croit qu'elle est enfermée dans une chambre d'hôpital et me demande quand elle va pouvoir rentrer chez elle, car elle s'ennuie un peu.
À la radio, j'entends que le Covid ne tue que les vieux et que ce n'est pas grave puisqu'ils sont assez vécus. Heureusement, je n'ai que 75 ans. Aux dernières nouvelles, on me dit de présenter un pass sanitaire dès le 8 août, ce que je trouve normal, mais sans avoir la certitude avant le 15 septembre que le personnel, lui, est vacciné. Il est pourtant évident que le Covid est arrivé dans les EHPAD et pas par les visiteurs, et que les mesures barrières, c'est maintenant 2 mètres de la personne visitée. Alors ma crise, c'est cette angoisse permanente sur la santé de ma mère. Régine Clément, bonjour. Bonjour. Vous étiez directrice des soins dans un EHPAD, l'EHPAD Ferrari à Clamart. Et aujourd'hui, vous travaillez au Gérontopole d'Île-de-France, où vous êtes chef de projet formation. Alors vous qui avez connu les années SIDA, comment avez-vous vécu cette crise de la Covid-19 dans votre EHPAD ? Eh bien, moi, je pense que quand sont arrivés nos premiers résidents, nos premières fièvres, nos premières infections pulmonaires, moi, je me suis retrouvée comme en 1985, lorsque j'étais infirmière en réanimation. C'est-à-dire qu'on découvrait la maladie. La seule différence, c'est que d'un côté, j'avais des jeunes, adultes, des hommes, et de l'autre côté, j'avais des vieux. Vous voyez ? Et donc, il a fallu s'adapter. Et avec l'équipe, il a fallu apprendre à marcher en marchant, tout simplement. Alors face à cette crise qui vous a fait penser à la crise du sida, il y a une forte solidarité dans votre EHPAD. Vous étiez tous dans le même bateau ? Tous dans le même bateau, tous dans le même navire. Moi, je devais partir et prendre ma retraite. Il était impensable que je quitte ce bateau. Et même, je pense que mes proches ne l'auraient pas compris, que je puisse abandonner au bout de 44 ans ce que j'avais aimé et ce qui m'avait animé. Et donc, ce qui a été extrêmement fort dans l'endroit dans lequel j'ai travaillé, c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire que de l'ASH, la personne qui faisait le ménage, la restauration, au directeur, on était tous ensemble. La personne qui faisait le ménage, elle, finalement, elle avait aussi des fonctions, elle devait aussi surveiller les malades, etc. Vous étiez vraiment tous dans le même bateau. Oui, parce que la personne qui faisait le ménage était une des personnes qui était le plus auprès des résidents. Elle faisait le ménage, elle donnait les repas, elle retirait le plateau. Et donc, elle avait ce rôle de vigile, de coach aussi. Hein. Si quelqu'un ne mangeait pas, écoutez, la stimuler, essayer de comprendre. Et puis aussi alerter que cette personne, il y avait un changement de comportement, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait s'en rapprocher. Vous avez appliqué les gestes barrières avec beaucoup de rigueur, mais vous avez su aussi les assouplir à certains moments. Ça, il a fallu. C'est-à-dire qu'à certains moments, on était tellement... C'était violent. Enfin, toutes les personnes qui l'ont vécu ont parlé de violence. Mais à un moment donné, il fallait lâcher. C'est-à-dire que si vous vouliez revenir tous les matins et retravailler, et avoir la pêche et quand même le sourire, eh bien oui, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. C'est-à-dire nos accompagnements, notre premier accompagnement à monsieur qui avait le Covid, eh bien on l'a accompagné avec son fils dans la chambre. Et on a même fait les rites funéraires. On a fait l'accompagnement comme on sait faire dans les EHPAD, un accompagnement de fin de vie. On arrive à maintenir un peu de convivialité dans un EHPAD en plein confinement ? Ah ben, heureusement. Heureusement qu'on a pu, à certains moments, sortir le piano électrique, qu'on a pu chanter, qu'on a pu se déguiser. Enfin, vous voyez, c'était rien que de mettre des plumes sur nos chapeaux, que de mettre des couleurs, des foulards, vous voyez, les foulards, des couleurs. On était obligés, mais c'était tellement normal, c'était naturel. C'était naturel que de changer cette vision qu'on avait de cette maladie, de ce qu'on vivait et de cette ambiance. Et vous avez autorisé, par exemple, les résidents à se porter sur leurs pas de porte pour Oui. qu'ils puissent se voir les uns les autres, prendre des nouvelles les uns des autres ? Eh bien, on ne l'avait pas mesuré, ça. C'est-à-dire que lorsqu'on les a mis devant leur porte pour déjeuner sur leur petite table, avec, pour le 1er mai, des fleurs ou des choses comme ça, on s'est aperçu que leur préoccupation première, c'était de regarder à gauche et à droite si le voisin il était toujours en vie. Et ça, c'était rassurant. Mais ça, on l'avait pas évalué, nous, au début. Hein. Alors, vous deviez partir à la retraite, hein, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise, au final ? Ce que je retiens, moi, vous voyez, si j'avais 20 ans de moins, pour ma profession, infirmière, voilà, la première des choses que je ferais, c'est la formation. Un gros travail sur la formation. Je remets tout à plat. Je veux dire, on est dans un tel système aujourd'hui, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, il faut mettre tout à plat et recommencer par la formation initiale. Et puis après, le travail d'équipe. Hein.
Je veux dire, il n'y a rien de tel. C'est la meilleure recette. Voilà. Je vous remercie. Merci Agile Clément. Merci. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Vous êtes médecin généraliste à Strasbourg et à l'époque vous étiez également présidente de l'Union régionale des médecins libéraux. À quel moment avez-vous réalisé qu'une épidémie allait déferler dans votre région ? Eh bien, nous étions en réunion à l'Union, une réunion mensuelle avec notre directeur général de l'ARS, une réunion de travail, et il reçoit un coup de fil, donc il quitte notre petite réunion pendant quelques minutes et revient, l'air grave, inquiet, puisqu'il venait de recevoir l'information des résultats positifs suite au rassemblement biblique qui rassemblait 2500 personnes à Mulhouse et que les résultats des tests étaient catastrophiques. Ça nous annonçait un tsunami qui est arrivé dans les jours qui suivaient, mais vraiment épouvantable. C'est-à-dire que nos confrères des cabinets nous témoignaient de cas particuliers, de nouveaux symptômes. Ils ont eu ce rôle d'alerte d'ailleurs, puisque ces patients qui perdaient le goût, l'odorat, ça ne ressemblait pas à une grippe banale. Et un vendredi soir, juste avant le week-end, vous recevez un appel justement de cette même agence régionale de santé. Oui, alors c'était un vendredi à 17h, effectivement, où la délégation territoriale du Bas-Rhin m'appelle en tant que présidente d'Union et me dit « Madame Kieffer, nous avons une palette de masques pour vous. Vous savez que nous étions dans une pénurie terrible d'équipements de protection individuelle. » Et nous dit « Mais comment je fais pour distribuer ces masques ?» Je dis, mais madame, les médecins de Wissembourg, à 60 km de Strasbourg, ne vont pas venir tous les jours chercher leurs 2 masques quotidiens. C'est pas possible. Et donc, nous avons, sur le champ, nous nous sommes mobilisés, pharmaciens, infirmiers, médecins, les 3 unions, et nous avons construit en quelques jours un dispositif DistriMasque qui a permis, je le rappelle, au fil de ce début de crise, puisqu'après le système normal s'est mis en place, de distribuer 20 millions de masques à 33 000 professionnels de santé libéraux. Et nous avons construit ce dispositif en 15 jours, à peine. Donc les médecins libéraux se sont mobilisés. Est-ce qu'on peut tirer parti de cette mobilisation capitalisée, avait dit Madame la Ministre, cette mobilisation dont vous avez fait preuve? Alors s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette crise de mon côté, en tant que médecin libéral, c'est l'extraordinaire agilité, et le DistriMasque en est le premier exemple, l'extraordinaire mobilisation de nos confrères qui ont réalisé des centres de vaccination, des centres de consultation Covid, qui en quelques jours se sont réunis avec les infirmiers en territoire. Vraiment, je crois que la médecine de ville, même si elle n'a peut-être pas été récompensée à son juste engagement, je dirais, réellement, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus parce que ce qu'on a constaté, ce qui nous a manqué, peut-être, c'est, peut-être même sûrement, une gestion plus territoriale de cette crise, une meilleure écoute du monde libéral, qui ne s'est pas senti aussi impliqué ni associé surtout aux décisions. Et le Grand Est en a fait la dure épreuve. Merci beaucoup, docteur Guylaine Kieffer des Grippes. Très actif, notre fils profitait de l'extérieur. Mais les activités possibles sont vite devenues trop limitées pour lui, dans la limite des 1 km de notre domicile. Nous vivons en pleine campagne avec des chemins de terre. Un soir, j'ai voulu L'emmener faire du roller à la salle des fêtes du village. à 4 km. J'ai profité des courses à faire pour y aller avec lui. Nous sommes sortis de la voiture, avons enfilé nos rollers sur cet immense parking désert bien bitumé, anticipant le plaisir de rouler et de partager ce moment. Mais à peine sur nos roues, une voiture de gendarmes est arrivée, qui nous ont demandé notre adresse et nous ont renvoyés chez nous. Humiliant, choquant pour notre fils et surtout incompréhensible. Qui a eu l'idée aberrante de cette limite de 1 km ? En quoi faire des activités à plus de 1 km, dans toutes les conditions de sécurité sanitaire, pouvait être problématique ? Cette période a été très dure. Et encore, nous étions chanceux à la campagne. Je suis encore en colère de cet enfermement après ces mois. Et notre fils, depuis la crise et tout ce qu'elle a imposé, est resté en profond mal-être. Notre petit garçon, rieur et enjoué, est devenu Taciturne, en colère, et dans des comportements qui nous inquiètent.
Nous sommes en train de mettre en place des consultations psychologiques. J'espère qu'elles pourront l'aider et retrouver sa joie de vivre et sa confiance. Je suis terriblement triste de ce qu'il a perdu et j'en veux à ceux qui ont décidé de mesures extrêmes et inadaptées, qui ont mis à mal la santé mentale de nombreuses personnes et même de nos enfants, malgré tout l'amour dont nous avons pu les entourer. Deux ans déjà. Ce que nous pensions n'être qu'un chapitre est aujourd'hui devenu toute une histoire. Une histoire vécue par tous et de façon très différente. Une histoire personnelle, mais aussi collective. Une histoire qui nous a marqués, mais plus encore, changés. Aujourd'hui, nous souhaitons raconter cette histoire pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont restés. Lors du premier confinement, nous venions d'emménager dans notre nouvel appartement, ma famille et moi. Je ne connaissais absolument personne, mais ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres, dont une qui m'a beaucoup marquée avec une personne âgée qui était d'ailleurs très drôle. C'est elle qui m'a permis de mieux connaître le voisinage, et je me souviens particulièrement d'un jour où un policier lui avait dit de ne pas sortir, comme il en avait l'habitude devant le pas de sa porte, et lui a répondu qu'à 87 ans, on préfère profiter des dernières respirations qu'on a à l'extérieur et mourir d'un virus, plutôt que d'une crise cardiaque devant la télévision. Il avait prononcé ces mots d'un tel ton sarcastique que je n'ai pu m'empêcher de rire. Mais malgré ça, il est bien mort récemment d'une crise cardiaque du haut de ses 88 ans. Le confinement a duré 2 mois, mais pour moi il en a duré 6. Cela m'a aidé à retrouver la paix intérieure et à prendre du temps avec ma mère et mes chiens. Il y a quand même des points négatifs, car chez nous il n'y avait pas de connexion pour suivre les cours. Puis après le confinement, je n'ai pas repris les cours du tout. Bonjour maman que j'aime. Tu sais maman, tous les jours où tu n'es pas là, je pense à toi. Tu sais maman, je prie toujours pour toi pour pas que tu attrapes le coronavirus. Je vis près de Mulhouse, là où tout s'est emballé en France. D'abord ma cousine, qui fut touchée lors de la première vague. Une forte fièvre la clôt au lit depuis plusieurs jours. S'inquiète bien sûr, mais sans prendre la réelle mesure de ce qui se passe. On sait qu'elle souffre d'une forte obésité et d'une sclérose en plaques, mais enfin, elle n'a que 31 ans. Puis tout s'enchaîne. Coma, incubation, plusieurs semaines d'une angoisse irréelle. Puis le réveil. Les soignants lui apporteront un gâteau pour fêter ses 31 ans en réanimation. Symbole d'espoir. Je suis un animal enfermé dans sa cage. Une cage dorée, certes, mais une cage. Mon univers est maigre, une peau de chagrin s'étirant de la chambre à la salle de bain. Qu'en est-il de la vie en dehors de chez moi? Qu'en est-il de la mort qui approche à grands pas? Qu'en est-il des baisers, des tchèques, des accolades? Qu'en est-il de l'amour et de ses embrassades? Les mains n'empoignent plus, le contact est funeste, les saluts virtuels évincent tout le reste. Une mise à distance et des gestes barrières. Quand s'écroulent les ponts, se dressent les prières. Chacun rentre chez soi. Horrible impératif. Les masques couvrent tout du menton jusqu'au pif. Je ne reconnais plus ma femme, elle est sous cloche. C'est pour le bal masqué? Lui demandent les mioches. Oui, nous allons danser, mes petits ingénus. Mais pas collés serrés, hein, un peu de retenue. Abolis le tango, la salsa et le slow. Chacun danse à distance, à son propre tempo. On ment un petit peu, car à quoi bon tout dire? L'innocence a besoin de grands éclats de rire, lorsque l'obscurité aveugle la planète. Et quand le vent aura chassé l'immonde bête, quand chacun d'entre nous sortira de son antre, quand même les bébés déserteront les ventres. Le monde se noiera dans des larmes de joie, des larmes de tristesse aussi, et de pourquoi. Car la mort aura pris d'inestimables vies. Notre mode de vie a des torts à l'envi, le point de non-retour possiblement atteint. Nous sommes des vautours prochainement éteints. Nature, notre mère, entérine ma honte. Pardon pour les forêts, la banquise et sa fonte. Ma face était voilée, accepte en un éclair la réverbération de mes yeux grands ouverts. Bonjour Pierre Saint-Supéry. Bonjour.
Vous êtes interne en médecine, donc étudiant encore, et pendant la crise de la Covid, vous avez exercé dans plusieurs établissements hospitaliers, à Vienne, à Montélimar, à Valence, et en fait, vous êtes relativement passé au travers de la première vague, qui est pourtant décrite comme la plus violente. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Pendant la première vague, j'étais aux urgences de l'hôpital de Vienne, une petite ville aux 30 km au sud de Lyon, qui, contrairement à sa voisine, a été très peu touchée par la première vague. Les gens étant confinés, il y avait globalement beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins de traumatismes, donc les gens consultaient moins. On a eu beaucoup moins de travail qu'à l'accoutumée. C'est la deuxième vague qui a été la plus éprouvante pour vous à cause des gardes de nuit. De quoi s'agit-il? Les gardes de nuit font partie du travail normal d'un interne. Elles commencent en général à 18h30 à la fin d'une journée de service et terminent le lendemain matin à 8h30 pour une durée environ de 14 heures. On en fait en moyenne une tous les 10 jours. Durant ces gardes, on récupère un téléphone et notre tâche est de répondre aux sollicitations des infirmières et infirmiers des différents étages, des différents services, pour répondre aux problèmes médicaux qui surviendraient sur la nuit. Globalement, sur l'hôpital de Valence où je travaillais, il y avait 600 patients hospitalisés. On a la possibilité d'appeler un médecin diplômé qu'on appelle médecin senior, qui est au bout du fil, mais chez lui ou chez elle. Et cette personne enchaîne une semaine d'astreinte téléphonique ainsi, sans repos compensateur en cas de réveil nocturne ou de compensation. Du coup, pendant nos gardes, de surcroît au début, on est quand même assez tenté de ne pas les solliciter. D'habitude, ces gardes sont d'une tâche qui est relativement compliquée, mais qui est faisable. On arrive à dormir entre 3 et 4 heures par nuit, entrecoupés d'appels. Pendant la crise, ces gardes étaient vraiment beaucoup plus compliqués. Et sur les 600 patients, il y en avait énormément qui pouvaient se retrouver en état de détresse respiratoire, qu'il fallait soit secourir, soit accompagner vers leur décès, qui était inéluctable. Lors de ma première garde, tout début du mois de novembre, au pic de la deuxième crise, j'ai été appelé pour intervenir dans un service auprès d'un patient de 81 ans dans une unité Covid des urgences dépassées. C'est-à-dire que dans ce service, c'était hospitaliser des patients dont on avait la certitude qu'ils n'auraient jamais survécu à une réanimation. Du coup, on leur donnait le maximum d'oxygène et s'ils ne survivaient pas, s'ils ne toléraient pas, et malheureusement, leur décès était inéluctable. Je suis donc intervenu auprès de ce monsieur, 81 ans, aucun trouble cognitif, aucun problème d'autonomie. Il était parfaitement autonome à domicile avant son hospitalisation pour Covid. Je retrouve un patient qui était assis sur une chaise, en train de clairement suffoquer, avec un apport en oxygène à 15 litres minute, ce qui était le maximum qu'on puisse donner. Et il me disait, docteur, ça fait 24 heures que ça dure, j'en peux plus. J'étais très très loin de l'image qu'on peut avoir des soins palliatifs où d'habitude on a un patient cancéreux au fond de son lit en train de gémir de douleur à peine conscient. J'avais quelqu'un qui était capable de me parler bien qu'essoufflé. Je lui ai dit, monsieur, je peux faire quelque chose pour vous soulager, mais vous allez vous assoupir, mais vous ne vous réveillerez sûrement pas. J'ai besoin que vous en ayez conscience avant de pouvoir le faire. Et il m'a dit, docteur, faites-le, je n'en peux plus. J'ai donc démarré des sédations terminales, geste que j'avais appris plus tôt dans la journée parce que, coup de chance, j'avais eu besoin d'un avis des médecins de soins palliatifs pour un patient qui avait un cancer dans mon service, qui a pu m'expliquer quelles étaient les thérapies à faire pour accompagner quelqu'un vers son décès. Sauf que sur le moment, j'avais aucune idée de si j'avais actuellement le droit de faire ça, si c'était possible pour moi de démarrer cela comme cela. Et sauf que j'étais au milieu de 6 ou 7 appels différents en même temps pour des patients pour qui il fallait que je me déplace. Donc j'ai pris le parti de démarrer cela sans savoir trop ce que je faisais ouvertement. J'ai été appelé à 8 heures du matin, juste avant la fin de ma garde, pour constater le décès de ce monsieur, qui était effectivement décédé. Et j'ai eu la chance de croiser une des médecins gériatres qui était responsable de ce service, qui m'a conforté dans mon geste, qui m'a expliqué que j'avais bien fait de soulager ce monsieur. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Merci Pierre Saint-Supéry. Eh bien moi, je suis désolée, mais j'ai adoré le confinement. Après des semaines d'angoisse montante, mon conjoint est diabétique et j'entendais dire partout les risques élevés pour lui. Enfin, nous avons pu nous enfermer chez nous, tous les deux. Nos travails respectifs permettent le télétravail. Nous avons vécu cette période comme une bénédiction. Fini les trajets le matin et le soir, et les déjeuners insipides avec des collègues avec qui il faut se forcer à parler. Fini le bureau mal commode, les toilettes pas toujours propres, le tupperware à préparer la veille. Nous avons aménagé un espace pour lui, un pour moi.
Et nous avons organisé un petit cocon bien au chaud. Travail, petit café ensemble, visio, déjeuner tous les deux, petite balade du midi, puis travail de nouveau jusqu'à la fin d'après-midi, où lui faisait ses sculptures, moi de la musique. Ou alors nous faisions des petites choses ensemble, lire, écouter de la musique, se mettre un film, cuisiner, tranquillement, sans courir tout le temps comme avant, sans obligation d'aller au sport ou au resto. On aime bien, mais on y va aussi parfois pour être sûr de bien profiter, même si on est crevé. J'ai un souvenir très doux de ces 2 mois de pause, de tranquillité, de simplicité. J'ai même du mal à reprendre le rythme, du mal à reperdre du temps en trajet, à reperdre en qualité de vie. Même s'il y a aussi des choses que j'aime faire dehors avec d'autres. Je n'oublierai jamais cette parenthèse douce dans nos vies agitées. Profiter juste d'être ensemble. On a pris l'habitude de faire des zooms tout le temps avec nos enfants, habitude qu'on a gardée. Avec mes 5 frères et sœurs et ma mère, on a pris l'habitude de faire un zoom familial chaque dimanche vers 19h. Se connecter qui veut, qui peut. On habite tous aux 4 coins de France, ça ne nous était jamais arrivé de parler autant. Habitude qu'on a perdue maintenant. Donc là aussi, le confinement ne nous a pas éloignés et nous a rapprochés. La pandémie m'a empêché d'accompagner mes proches en fin de vie et ma relation avec eux reste inachevée. Ma sœur, décédée d'un cancer en avril 2020, interdiction d'assister à son enterrement. Ils étaient 4 avec le prêtre. Un très bon ami en novembre 2020, lors des funérailles, interdiction d'être plus de 30. Et on était plein de monde dehors. Mon père en décembre, d'une chute, test négatif à l'entrée de l'hôpital, interdiction d'aller le voir. Car placé dans l'aile protégée, négative. Puis devient positif, interdiction d'aller le voir, décès, mise en bière, sans nous. Il est mort seul, sans nous à ses côtés. À chaque fin de vague, il faut de l'insouciance. Cependant, parmi les Français, il existe un petit groupe de 250 000 personnes que j'appellerai les immunoramolos, dont je fais partie. Pourquoi ne pas dire immunodéprimés? C'est plus chic. Mais justement, je suis scientifique et même, c'est un comble, immunologiste. Je me permettrai donc cette familiarité dans la définition de notre groupe. En raison de maladies variées ou de leur traitement, développer une forme grave de Covid, même avec le virus Omicron, et 4 doses de vaccin car ce dernier n'a pas d'effet protecteur. Actuellement, en février 2022, 30% des patients en réanimation sont des patients immunodéprimés. Ce qui correspond à une surreprésentation majeure. Leur taux de mortalité après une infection au virus Omicron est important. Alors cette courbe d'incidence, ils la regardent tous les jours, car ils devront attendre encore un moment avant de sourire, et surtout de sortir. Terrés chez eux, suspicieux de leur entourage familial, passer du statut de réconfort à celui insupportable de danger potentiel, peu compris par les amis non instruits sur ces maladies rares et complexes. En plus de leur maladie initiale souvent chronique et sévère, ils doivent supporter cette épée de Damoclès de Covid sévère et mortelle. Et ils tentent avec obsession de ne pas rencontrer le virus. Ils ne rencontrent donc plus personne. Les liens sociaux physiques se rompent. Quant à moi, je supplie l'angoisse et la dompte mal. Je comprends la maladie, c'est mon métier. Je télétravaille fort bien. Mais j'exècre le fait que mes petits-enfants soient de potentiels et perpétuels ennemis. Bonjour Thierry Péchet. Paul de Brême, bonjour. Vous êtes infirmier libéral depuis 32 ans en Meurthe et Moselle quand commence cette crise. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise en tant qu'infirmier libéral? Alors, quand le président de la République nous a annoncé que nous étions en guerre contre le virus, les infirmiers libéraux ont vite compris qu'ils allaient être les premiers au front. Donc, beaucoup d'inquiétudes, surtout en région Grand Est. Donc pour nous, il y avait un impératif, c'était pouvoir trouver du matériel pour nous protéger, des EPI, équipements de protection individuelle, parce qu'on manquait cruellement de masques à l'époque, de blouses. Donc c'était vraiment une crainte pour nous, parce que les libéraux on avait cette obligation de continuer à prendre soin de nos patients chroniques,
mais également des patients Covid. Donc si la situation a été difficile pour nos collègues hospitaliers aux urgences, en réanimation, elle a été tout autant pour la médecine de ville. Alors vous aviez une force, c'est que vous étiez réunis dans des structures qu'on appelle les ESP, les CPTS, et justement c'est ça qui vous a permis, vous, les professionnels de santé libéraux de Meurthe-et-Moselle, c'est ça qui vous a permis de monter de toutes pièces un centre de vaccination? Oui, alors le fait d'être regroupé en pluripro, bien évidemment, nous a permis de nous structurer. Nous étions déjà structurés. Et quand on nous a dit, quand on a su que le vaccin allait être disponible sur le territoire, on s'est dit il faut s'organiser. Donc on a rapidement fait une réunion avec nos tutelles, donc l'ARS, l'assurance maladie, les ordres, les politiques, les élus au niveau territorial, pour dire que nous on est partants, on veut bien rentrer en guerre. Jusqu'à maintenant on a récupéré des EPI, là on allait pouvoir avoir une arme qui était le vaccin. Pour nous, c'était génial, on allait pouvoir enfin s'en sortir. Donc il fallait vacciner le plus rapidement possible. Donc on s'est porté sur ce projet de centre de vaccination. Alors, la première réunion le 30 décembre, l'ARS nous a dit c'est pas possible, la médecine de ville ne pourra pas le faire. Alors, 30 décembre, il y a eu le 31, donc on a fait tous des vœux. Et ils ont été exaucés, puisque le 3, on nous a dit banco, on vous laisse faire, mais vous vous débrouillez tout seul. Donc là, vous avez trouvé un premier local, mais magnifique local. Un beau local, puisque c'était un château, quoi, rêver de mieux. Donc un château sur la ville de Saint-Max et sur la métropole de Nancy, on a pu rapidement s'organiser, donc avec les élus qui nous ont donné des moyens, de l'informatique. On a tous amené du matériel médical, enfin on s'est débrouillé, médecins, infirmiers, sages-femmes, tous les professionnels de ville, mais on a eu rapidement l'aide aussi de nos collègues hospitaliers, nos collègues retraités, les étudiants infirmiers. Tout le monde s'est mobilisé pour monter ce centre de vaccination. Et là, vous avez vacciné en tout 30 000 personnes à raison de 450 personnes par jour. Et puis, finalement, le château, il est revenu à sa fonction première. Hein. Il servait de lieu d'exposition, etc. Il a fallu trouver un autre lieu encore plus grand. Ah oui, le château, une fois qu'on vit dans un château, on pouvait pas prendre plus petit. Donc, on a trouvé un stade, on nous a proposé. Alors là aussi, on a fait marcher nos réseaux, au niveau politique, au niveau des élus, et on nous a mis à disposition un stade Marcel Picot à Nancy. Alors, on a un petit avantage, c'est qu'on est dernier, deuxième division, donc. Et puis en tout cas à l'époque, il était peu utilisé puisqu'il y avait encore la crise Covid. Donc on a mis à disposition ce château, donc ce stade de foot, donc beaucoup plus grand. Un stade de foot, ça fait 100 mètres de long. Sous les tribunes, ça fait 150 mètres de long, avec une grosse hauteur. Donc peu de risque de diffuser le virus. Et là, vous avez vacciné 90 000 personnes en tout. Alors on voit la force de ce rassemblement pluriprofessionnel. Vous avez d'autres projets que vous avez envie de mener tous ensemble, professionnels de santé libéraux? Oui, alors on a fait autre chose. En plus, on a fait aussi le dépistage, donc en drive. Donc là, c'est la même chose. On pouvait dépister jusqu'à 1000-2000 personnes par jour. Donc en voiture, avec peu de risques, puisque les patients restaient dans leur voiture. Peu de risques pour les professionnels et pour les patients, puisque ce qui nous avait choqué, c'est que dans les centres de dépistage, quand vous êtes le 100e à rentrer dans une pièce et qu'on vous demande de respirer un grand coup et on met un coton-tige dans le nez, vous allez respirer ce que les 99 précédents. Donc voilà, on voyait. Donc on a d'autres projets sur des problèmes de santé publique, bien évidemment. On voit que la mobilisation de professionnels sur des thèmes de santé publique peuvent aller par exemple sur nos patients. Enfin, on a un gros problème à domicile, c'est les patients qui sont peu vus par des médecins traitants. Et donc vous là, avez on est prêt à s'organiser. les rencontrer en binôme, médecins et infirmiers. Sous la même forme. Merci beaucoup Thierry Péchet. Merci. Je me rappelle quand on a annoncé ce premier confinement. Très vite, ma famille et moi avons pris l'habitude de faire un Zoom avec les amis de mes parents tous les vendredis soirs à 20h. Puis un Zoom du côté de mon grand-père maternel tous les samedis soirs. Et pour finir, un autre Zoom du côté de ma grand-mère maternelle tous les dimanches midi. Pendant environ 1 an, j'ai eu ces rituels pour garder le contact. Et aujourd'hui, je continue ce rituel avec ma famille. Pendant le premier confinement,
je ne suis pas beaucoup sorti, ce qui a fait que je suis resté énormément chez moi avec ma famille. Au bout d'un certain moment, je n'avais plus grand-chose à faire, donc je m'ennuyais. Ce qui fait que j'ai commencé à lire les romans et les mangas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai développé ma passion pour toutes sortes de livres, et depuis ce jour, je lis quotidiennement tout type de livres. Habiter les États-Unis quand démarre le Covid, cela voudra dire rester 2 ans sans voir nos proches. On ne le sait pas alors, heureusement. Il y a quelques jours, alors que nous buvions un verre entre amis, j'ai évoqué le jour des retrouvailles, le 18 décembre prochain, avec ma mère. Anticipation d'une forte émotion qui m'a fait quasiment tomber dans les pommes. On s'est forcé à être fort, on s'est convaincu qu'on avait malgré tout eu des conditions privilégiées ici pour la disruption Covid. Puis, les émotions refoulées se rappellent à nous. Rendez-vous le 18. Hier soir, nous avons regardé la veillée pascale sur nos ordinateurs avec les enfants. Sabine était avec son papa dans son bureau, Myriam avec moi sur le canapé, le portable sur mes genoux, et Rémi allait de l'un à l'autre, s'amusant du décalage. Sans la fibre, la transmission était hachée avec des images figées. Rémi s'exclama « Oh, il s'est téléporté, c'est un Anderman !» en voyant nos évêques se déplaçant par saccades et par sauts. Après la messe, Myriam et Sabine sont allées se coucher en saccade avec fou rire. Sur un parking, quelque part en Europe. Derniers instants avec mon fils de 2 ans. Les frontières sont totalement bouclées depuis hier. Je dois partir maintenant par le dernier avion. De toute façon, pourquoi s'inquiéter? Cette mauvaise blague ne durera pas. Dans 2 semaines, 1 mois tout au plus, quand la population se rendra compte que cette maladie n'a rien de la peste noire, la raison reprendra le dessus et tout rentrera dans l'ordre. Au début, des vacances. Puis des questions qui fusent. Et après? Pourquoi fais-tu ton métier? Pourquoi choisir la ville au lieu de la campagne? Quelque chose me dérange, mais qu'est-ce que c'est? Et avec les questions, les réponses arrivent, pas tout en accord avec mon style de vie du moment. Je fais des choix, certains durs, d'autres moins, et finalement du bon ressort de tout ça. J'ai redécouvert le sens que je donne à ma vie, et je suis déterminée à le suivre, pour moi, pour mes proches. Au final, je me forme à un métier passion. Je sais où vivre et je ne vois que des opportunités. J'espère juste que le monde ne s'autodétruira pas avant. Voilà, toutes ces histoires font maintenant partie de nous. Elles nous aident aussi à comprendre, elles nous permettent de tirer des leçons et surtout à nous préparer pour l'avenir. Nous avons aujourd'hui l'occasion de nous repenser et le devoir de construire ensemble une mémoire collective. Aidez-nous en déposant votre histoire sur histoiredecrise.fr. Une mission de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette séquence. Merci aux comédiens, merci à Paul de Brême d'avoir animé toute cette séquence témoignage qui nous a permis d'y voir un peu plus clair sur tous les aspects de cette crise. Professeur Atlani, vous êtes à côté de moi. Cette plateforme, elle est encore ouverte. Comment ça se passe ? Elle est encore ouverte. Elle est sur le site de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Vous allez sur histoiredecrise.fr. Et vous pouvez poster des textes, des photos, des vidéos, de la musique. On vous enjoint fortement à le faire. Tous les témoignages des uns et des autres sont accessibles dans un souci de transparence, car qu'il est très important qu'il n'y ait pas que les experts, il n'y ait pas que les médias, qu'il n'y ait pas que les politiques finalement, qu'il y ait un discours sur la pandémie et sur nos expériences de vie en temps de pandémie, mais que tout un chacun, tous les citoyens français, puissent s'exprimer et qu'on puisse avoir accès aux expériences des autres, parce que le bilan sera à faire, on commence déjà, le débat qui va suivre est déjà un premier bilan, et il est important d'entendre tout le monde, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poster vos témoignages, ils sont tous anonymes. Merci beaucoup.